Merci. Du coup, merci à toutes et à tous d'être présents et présentes pour cette formation de préparation de la quinzaine du commerce équitable. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Voilà, on va vous présenter un peu les actus du commerce équitable de cette année. On va parler à la fois des filières équitables en France et à l'international. On n'entend plus rien, hein? Votre micro a été coupé côté Commerce Équitable France. Oui, bon, il y a eu une coupure de micro, je crois, Okay. Ouais. tout le monde par défaut. C'est bon? Okay. Là, on vous entend, mais il faut reprendre du coup à la slide précédente, je pense. Ok, ça marche. Je sais pas quand est-ce que ça a été coupé du coup. Au début. Au tout début, dès le départ. Ok, ça marche. Du coup, je disais qu'on allait aborder pas mal de sujets aujourd'hui pour cette formation. On va vous parler des filières françaises de commerce équitable, mais aussi des filières internationales. On va parler d'artisanat et ensuite on vous présentera du coup les outils de communication de la quinzaine 2023 pour que vous puissiez vous préparer au mieux pour cette campagne. Donc, du coup, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez un petit peu la quinzaine et vous y avez probablement déjà participé les années précédentes. Mais je vais quand même représenter un petit peu. La quinzaine du commerce équitable, c'est le temps fort annuel de sensibilisation au commerce équitable et un peu plus largement à la consommation durable. Et, excusez-moi. Et en fait, un peu plus précisément, c'est une campagne multi-acteurs qui a pour objectif, du coup, de sensibiliser les citoyens consommateurs et les citoyennes consommatrices au commerce équitable. Donc voilà. Et en fait, concrètement, il y a pendant la quinzaine, pendant 2 semaines chaque année au mois de mai, il y a plein d'acteurs différents, donc des entreprises, des collectivités, des associations qui organisent des événements un peu partout en France sur ces enjeux-là, sur cette thématique-là, et donc des acteurs dont vous faites partie. Et chaque année, pour la quinzaine, on choisit une thématique. Donc, le thème de cette année, c'est le commerce équitable, des valeurs qui nous rapprochent. Du coup, si vous avez participé à la quinzaine de l'an dernier, vous reconnaissez sûrement ce thème. En fait, on a choisi de garder la même thématique parce qu'on pense qu'elle est plus que jamais encore d'actualité. Et en fait, l'idée de cette thématique, c'est de montrer que du coup, le cœur du commerce équitable, qui est en fait de garantir une juste rémunération pour les producteurs et les productrices, à la fois pour leur permettre de vivre dignement de leur métier, et aussi pour leur permettre d'investir dans la transition agroécologique, donc c'est-à-dire d'investir en fait pour avoir des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. C'est des valeurs du coup qui sont fondamentales dans le commerce équitable et ces valeurs-là, on considère que elles ne s'arrêtent pas à la frontière d'un pays ou à une origine géographique. Donc voilà, et on souhaite, on pense que ces valeurs en tout cas doivent s'appliquer partout, donc à la fois en France et à l'international. Voilà, qu'il s'agisse de lait par exemple français ou alors de chocolat de Côte d'Ivoire ou d'Équateur par exemple. Voilà, du coup, je vais passer à la suite. Pour qu'on puisse un peu s'inspirer et se motiver ensemble, et parce qu'on est un peu curieux, on voulait vous demander quel était votre meilleur souvenir de la quinzaine. Donc voilà, je vous invite à utiliser le petit onglet discussion et voilà, à nous dire dans le chat si vous avez voilà, un souvenir marquant peut-être de vos quinzaines précédentes. Et voilà, nous parler un peu de vos expériences des années d'avant. Alors, du coup, on a Françoise qui nous dit la visite des producteurs de café péruviens l'an dernier. OK. Super. C'est vrai que c'est toujours hyper intéressant et enrichissant d'accueillir des producteurs.
La disco soupe en 2015 à peu près. Ok. Ouh, il y a plein de choses. Cool. Accueillir des producteurs. Ok, donc du coup, je pense que c'est quelque chose d'assez partagé. La faire Pride dans les rues de Paris avec ma fille en poussette. Super. La venue de partenaires péruviens, producteurs de café avec des échanges intéressants. Les faire Pride encore, ok. Donc, les visites de producteurs. La sensibilisation des élèves de CM1 et CM2. Ok. Donc, j'ai l'impression que du coup, la faire Pride et les visites de producteurs sont un peu des souvenirs, des bons souvenirs partagés de la quinzaine. Donc, c'est super. Ok. Bah, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez continuer après à partager ces bons souvenirs dans le chat, vous pouvez, si il y a quelque chose qui vous revient. Donc, on va commencer par vous faire un tour un petit peu des actus sur le commerce équitable, donc ce qui s'est passé en 2022 et là jusqu'en début 2023. Voilà, pour que vous puissiez enrichir vos connaissances sur le commerce équitable et que vous soyez au fait des actualités. Ouais. Du coup, je vais partager. Hop. C'est moi qui ai pris le micro. Ouais. Est-ce que je peux récupérer moi-même Je peux partager ton écran. Je préfère le partager. Oui, je préfère gérer moi-même le. Je vais dans Drive, hein, c'est ça, pardon, je suis désolée, j'ai pas ouvert le truc avant. Pas de souci. C'est pas grave, en attendant, on continue à avoir des souvenirs voilà, dans le chat. Donc, ça va. Ah oui, du mal à mobiliser des bénévoles en mai, donc du coup, pas forcément un bon souvenir, j'imagine. Mais, voilà. Mais c'est effectivement intéressant à partager tout de même. Et un tour en vélo, des boutiques et restaurants proposant des produits équitables. Ouais, je trouve assez sympa. N'hésitez pas à continuer à partager. J'ouvre mon propre PowerPoint ou j'ouvre le PowerPoint global? Ah, d'accord. Alors, il y a encore des bons souvenirs. Oui. Les formations de lycéens qui ensuite ont fait des animations sur un marché. Trop bien. Bah, c'est vrai que de toute façon, quand on mobilise les jeunes, c'est toujours sympa et intéressant. Effectivement. Et un débat mouvant à la Belle-Lilloise avec les candidats aux législatives en 2012. Ah oui, donc vous avez aussi des souvenirs qui remontent effectivement potentiellement à quelques années. C'est bien, c'est intéressant de pouvoir comparer effectivement les différentes éditions de la quinzaine et voilà, tu peux avoir des souvenirs différents d'une année sur l'autre. Pareil. On prépare le PowerPoint. Presque prêt. Ouais, c'est bon. Est-ce que vous voulez que vous m'entendez bien là? Comment je sais si oui, on entend. Oui, très bien. Super. Merci. Et vous me direz s'il y a des questions dans le chat, parce que du coup, je ne vois pas le chat, moi. C'est normal, c'est OK. Oui, d'accord. Je te dirai. Ouais, je Oui, suis ça plus va pas être très confortable. D'accord, mais du coup, les gens, ils vont me voir? Non? Non? D'accord, OK. Donc, juste comme ça, moi, ça me permet de vérifier s'il y a des questions pendant la présentation. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Julie Stoll de Commerce Équitable France. On me demande de réactiver le son. Non, je mets plus tard. D'accord, ok. Alors, peut-être plus qu'un point d'actu, en fait, j'ai souhaité partager les éléments d'analyse du contexte dans lequel le commerce équitable et le mouvement du commerce équitable va être amené à prendre la parole dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, et notamment pendant la quinzaine du commerce équitable. Voilà, d'abord, c'est un moment un peu particulier en tant qu'acteur de commerce équitable parce que la notion même de commerce et de commerce international, elle est en train de vivre un questionnement très, très profond, alors qu'on sort de quasi 50 ans d'un approfondissement du libre-échange, qui est quand même globalement quelque chose contre lequel les acteurs de commerce équitable se sont plutôt battus, en disant qu'il ne fallait pas un libre-échange, mais un échange plus équitable. Aujourd'hui, ce dogme du libre-échange comme étant quelque chose
bénéfique pour l'ensemble des sociétés et un levier, un moyen d'accéder à plus de prospérité pour tous. Ce dogme-là du libre-échange, il est questionné de toutes parts, y compris à Davos. Là, j'ai mis un exemple, y compris aussi au sein même de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et ce qui a provoqué ce questionnement très important, c'est d'abord la crise du Covid, évidemment, qui a mis le monde à l'arrêt et qui a mis les échanges commerciaux internationaux à l'arrêt et qui a montré à la fois l'importance des interdépendances de tous et de chacun autour du globe, mais aussi la fragilité finalement des chaînes de valeur mondialisées et comment des ruptures de chaînes d'approvisionnement pouvaient à la fois créer des perturbations économiques de grande ampleur et parfois même des questions de sécurité, de souveraineté aussi très importantes. Et puis le deuxième événement, ça a été celui de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que l'Ukraine, c'est un producteur très très important de céréales, et une partie importante de la production céréalière de l'Ukraine est destinée à l'export, et notamment à l'export dans les pays d'Afrique. Cette invasion de l'Ukraine par la Russie a occasionné une augmentation fulgurante du cours des matières premières agricoles et notamment des céréales, qui est venue perturber vraiment les marchés mondiaux partout, tout autour du globe, avec aussi une augmentation de la faim dans le monde d'abord, une augmentation des difficultés d'une partie importante des pays africains à se nourrir et des citoyens à accéder à une alimentation accessible d'un point de vue économique. Et puis c'est venu aussi complètement perturber les marchés, les marchés de céréales. Donc voilà, donc aujourd'hui ce libre-échange il est vraiment questionné. Et le monde n'est pas complètement prêt à savoir par quoi il faut le remplacer. Donc, il y a une montée en puissance des thématiques de la souveraineté, avec des définitions très différentes en fonction de qui prononce le mot. Donc, pour nous, ça ouvre plus de questions que de réponses, mais il me semble que c'était un élément de contexte vraiment important à partager. Et ce qui apparaît très clairement, c'est que les règles du commerce mondial et du libre-échange, qui promeut toujours plus d'échanges pour toujours plus de croissance, pour soi-disant une prospérité partagée, mais dont nous savons en tant qu'acteurs de commerce équitable qu'elle est finalement très peu partagée, et ce commerce-là, il n'est pas non plus propice pour résoudre les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, que ce soit les défis sociaux de réduction des inégalités et de lutte contre la pauvreté, mais aussi les défis écologiques, que ce soit la crise climatique ou l'effondrement de la biodiversité. Le toujours plus, ça n'est pas possible. Mais le toujours moins n'est pas forcément souhaitable sans condition. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ouvre plus de questions que de réponses. Mais c'est donc dans ce contexte-là que nous sommes aujourd'hui acteurs d'un commerce plus équitable. On se retrouve aussi dans un système, alors ça, c'est pas nouveau, mais peut-être notre manière de l'expliquer est un petit peu renouvelée, il me semble que c'est important. On est dans un système économique qui ne valorise pas les effets positifs des alternatives et qui ne pénalise pas non plus les effets négatifs du business as usual. Certains appellent ça la prime au vice. Donc là, je vous ai fait un petit graphique. Enfin, je ne l'ai pas fait, je l'ai copié d'ailleurs sur des partenaires qui travaillent aussi sur cette question-là, avec un exemple autour des vêtements, entre une marque éthique et une marque de la fast fashion. Le coût de production officiel et donc le prix de vente aussi aux consommateurs est beaucoup moins cher dans la fast fashion et il est beaucoup plus cher quand on est éthique. Payer un prix rémunérateur, respecter les droits humains, faire attention à l'environnement, ça coûte plus cher. Mais il y a ensuite la notion des coûts cachés, sur lesquels on travaille pas mal en tant qu'acteur de commerce équitable depuis au moins 2015. Ces coûts cachés, ils ont un véritable coût. Et c'est des nuisances, en fait, des nuisances environnementales, des nuisances sociales. Et en fait, les nuisances cachées,
des produits les moins chers, elles sont souvent très importantes. Et les nuisances sociales et environnementales issues des marques éthiques, équitables, des alternatives, elles sont beaucoup moins importantes. Mais ça n'est pas valorisé sur le marché. Et donc, en apparence, en fait, des prix pas chers, finalement, ils nous coûtent très cher. Et c'est cette situation-là, cette non-différenciation par des politiques publiques, par des politiques fiscales, par des taux de TVA différenciés. C'est ça qu'on se retrouve sur le marché avec des marques éthiques ou équitables qui sont beaucoup plus chères aux consommateurs alors qu'ils coûtent beaucoup moins cher à la société. Et ça explique notre difficulté aujourd'hui à changer d'échelle et à étendre nos alternatives. Et ce, dans un contexte aujourd'hui avec la montée de l'inflation, les tensions sur le pouvoir d'achat, où un nombre important de consommateurs vont être obligés, en fait, pour des raisons de pouvoir d'achat, à consommer avec des réflexes de court terme et avec des réflexes sur le produit le moins cher à l'achat, alors même que les conséquences, y compris en termes de santé, en termes d'environnement, pourront dans le futur causer beaucoup plus de difficultés. Un autre élément de contexte à partager, c'est le rapport du GIEC qui est sorti l'année dernière en avril 2022. Aujourd'hui, je crois d'ailleurs, ou demain, sort la synthèse de ce 6e rapport du GIEC. Mais donc, le dernier chapitre est sorti l'année dernière, en 2022. Et il est très important, ce chapitre. Il dit plusieurs choses. Il dit que les enjeux climat et biodiversité sont aujourd'hui au cœur de l'actualité et que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour relever le défi de la biodiversité, nous n'avons pas le choix que de réfléchir à une transition juste. Et ce rapport, il a vraiment fait écho à nos travaux d'acteurs de commerce équitable parce que pour la première fois, il y avait également un paragraphe dédié à nos modes de vie. C'était le GIEC des solutions, en fait. Donc, il y a plusieurs avenues qui étaient explorées et le rêve ou l'espoir de régler tous les problèmes à travers des innovations technologiques, le GIEC dit que ça ne suffira pas. Ça n'est clairement pas suffisant. Il faut aussi travailler la question des modes de vie et travailler sur la demande et travailler sur les modes de consommation. Pour transformer les modes de production, il faut travailler sur les modes de consommation. Donc évidemment que là aussi, en tant qu'acteur de commerce équitable, on se sent et concerné et potentiellement précurseur. Et ce que ce rapport du GIEC a fait émerger comme thématique, qui a été très très présente dans les médias, c'est la thématique de la sobriété. Donc, à la fois dans les médias, mais aussi dans le discours des responsables politiques et économiques. Alors après, il a été utilisé à toutes les sauces, ce terme sobriété. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle quand on parle de sobriété? Donc le GIEC dit, c'est un ensemble de mesures et de pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter la demande d'énergie, de matériaux, de terre et d'eau, tout en assurant le bien-être de tous. Donc, il y a quand même cette dimension de justice sociale dans cette thématique de la sobriété, de tous les êtres humains, dans les limites de la planète. On peut aussi avoir une approche un peu philosophique, telle que ont pu le promouvoir Pierre Rabhi ou Patrick Vivray, qui envisage la sobriété comme un art de vivre qui valorise la simplicité et qui s'inscrit dans un rejet du consumérisme. Et je pense que là aussi, nous, en tant qu'acteurs de commerce équitable, c'est quelque chose dans lequel on peut se reconnaître, de travailler la thématique de la consommation autrement. Et puis sinon, de manière plus schématique, la sobriété, on l'atteint en transformant nos modes de vie. Et il y a des pratiques qu'il va falloir éviter. Il y a des pratiques qui vont devoir changer et il y en a d'autres qu'il va falloir améliorer. Et dans le commerce équitable, on peut envisager le commerce équitable comme un accélérateur de sobriété. Je vous ai mis quelques petits exemples ici, mais je pense que c'est des choses que vous pouvez aussi travailler dans vos équipes, vos groupes locaux, à faire émerger des exemples de comment le commerce équitable, c'est un accélérateur de sobriété. Alors, à différents titres, d'abord, c'est un accélérateur d'investissement dans les transitions écologiques, avec des systèmes de production agroforestiers ou agroécologiques qui sont plus sobres en intrants,
en intrants, notamment en intrants azotés de synthèse, en pesticides chimiques, en engrais, et qui sont des substances qui contribuent de manière très importante au réchauffement climatique, dont une partie est faite avec du gaz russe. Donc l'autonomie par rapport à ça et la sobriété sont plus que bienvenues. Et donc voilà, donc ça c'est déjà une manière intéressante qui montre comment le commerce équitable peut faire partie d'un projet de sobriété. La structuration des coopératives, des organisations de producteurs ou des organisations d'artisans, ça peut aussi être une structuration qui est au service de projets de sobriété avec des projets d'efficience énergétique, de baisse des intrants chimiques, je l'ai dit, de compostage, de réduction du gaspillage post-récolte, etc. Même de réutilisation d'un certain nombre de matériaux. On a beaucoup d'exemples de pratiques de sobriété des entreprises de commerce équitable qui ont été précurseurs sur les bilans carbone, qui travaillent sur les emballages, qui travaillent beaucoup sur les transports alternatifs. Là, il y a beaucoup d'entreprises de commerce équitable qui sont impliquées dans des transports transatlantiques en voilier, par exemple, pour faire venir le café ou le cacao des Amériques. Du travail de lutte contre le gaspillage alimentaire, du consommer autrement, moins mais mieux, de transformation aussi des régimes alimentaires moins carnés, de conversion vers l'agriculture biologique et de relocalisation d'un certain nombre de productions et notamment des légumineuses dans le volet commerce équitable Origine France. Donc tout ça, c'est des éléments de sobriété dans l'alimentation qui vont bien au-delà de la réduction du gaspillage et qui sont indispensables à la question de relever le défi climatique. Je le rappelle, ce n'est pas anodin, notre alimentation, elle contribue à 25% des émissions de gaz à effet de serre, donc un quart. Donc il y a un enjeu fort à transformer notre alimentation et à soutenir les producteurs pour que eux aussi, et les productrices, pour les aider à transformer leur mode de production. C'est devenu un enjeu majeur du commerce équitable. En termes d'éléments de contexte, il y a aussi la question de où en est la consommation responsable, notamment avec l'augmentation fulgurante de l'inflation. Et elle n'est pas dans le meilleur de sa forme, on va dire, que la consommation responsable, que ce soit le commerce équitable, le bio ou d'autres pratiques, expérimente en pionnier la décroissance et c'était peut-être pas tout à fait ce qu'on avait envisagé. Donc, et nous, on analyse voilà, plusieurs paradoxes qui caractérisent aujourd'hui la consommation responsable. D'abord, on a des valeurs en hausse, mais des ventes qui sont en berne. Des valeurs en hausse parce que clairement, le changement climatique est devenu une vraie préoccupation forte des Français. L'agriculture et l'alimentation sont repérées de plus en plus comme des causes de changement climatique et des sujets qu'il faut changer. Et l'acceptation qu'il faudra changer ses modes de vie, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus présent dans l'esprit des Français. Mais par contre, de passer de la prise de conscience aux actes, eh ben c'est de plus en plus difficile et globalement, les ventes de commerce équitable, alors c'est pas un chiffre qu'il faut complètement diffuser parce qu'on n'a pas encore compilé complètement toutes les informations, mais il n'est pas impossible qu'on soit entre moins 10 et moins 15% de ventes de produits bio et de produits équitables en 2022. En tout cas, on sera en négatif, alors même que globalement, les valeurs sont plutôt de plus en plus acceptées des Français. On est aussi dans un paradoxe particulier qui est que, oui, tout le monde dit qu'il faut changer ses modes de consommation, mais par contre, la figure du consommateur responsable ou de la consommatrice responsable, il n'est pas attractif. Il y a un décalage fort entre l'adhésion aux valeurs de la consommation responsable et le passage à l'acte, mais aussi un décalage entre les valeurs de la consommation responsable et l'image du consommateur responsable. On va parler des bobos, c'est jamais valorisant, on va parler des amiches, on va questionner le poids des actes individuels. Et in fine, c'est pas facile de faire passer ce consommateur ou cette consommatrice responsable comme un héros du 21e siècle. Donc ça, pour moi, c'est aussi l'un des rôles de la quinzaine du commerce équitable, que de travailler à revaloriser la figure du consommateur responsable et peut-être à montrer qu'il y a plein de manières d'être un consommateur responsable et que tout le monde peut l'être.
de différentes manières. Et il n'y a pas un profil type. C'est le problème des stéréotypes véhiculés, les bobos ou les amiches, c'est que ce sont des stéréotypes qui sont très éloignés de la réalité. Et donc, je pense que nous avons collectivement un rôle à jouer pour réhabiliter la figure du consommateur responsable. On a aussi une prolifération des signaux envoyés aux consommateurs sur le bio, l'équitable, le solidaire, le bon pour l'environnement, le bon pour la nature, le sympa avec les producteurs, etc. Ce qui participe, ce qui, je dirais, témoigne de l'attractivité des valeurs qu'on diffuse, mais de l'incapacité d'avoir des signaux clairs pour guider les actes de consommation et être en adéquation dans les pratiques avec les valeurs. Il y a eu une récupération des valeurs du commerce équitable et des valeurs de la protection de l'environnement à travers des allégations qui ne veulent rien dire. Et il y a une instrumentalisation du local, le Made in France, qui est perçu à tort comme une allégation environnementale. Ce n'est pas parce que c'est local que c'est meilleur pour l'environnement. Et en fait, cette demande de local, c'est peut-être avant tout une demande de proximité et une demande de sens qui peut être une menace, évidemment, pour le commerce équitable, mais ce n'est pas une fatalité. À mon sens, cette demande de local, c'est avant tout une demande de proximité, et la proximité, elle n'est pas forcément géographique, elle peut aussi être entendue au sens de transparence, de lien, et c'est une valeur forte du commerce équitable que de montrer qui il y a derrière les produits qu'on consomme, de montrer qu'il y a une réalité, de rendre visible ce qui est invisible et de pouvoir du coup répondre à cette demande de proximité. Donc voilà, ne prenons pas peur face à cette demande de local qui est quand même souvent utilisée un peu à tort et à travers, et reprenons le dessus sur ce débat-là en mettant en avant les atouts du commerce équitable. Donc voilà, donc dans ce contexte, on va se retrousser les manches pour la quinzaine du commerce équitable et réfléchir à comment mieux valoriser les atouts de notre démarche, les réalisations de nos partenaires, les valeurs et les principes du commerce équitable. Montrer d'abord l'articulation entre les défis sociaux et les défis environnementaux, montrer pourquoi il est indispensable de payer un prix juste aux producteurs pour investir dans la transition écologique, revaloriser l'action positive des consommateurs et les complémentarités des différentes démarches de consommation. Ce n'est pas la peine de culpabiliser, ce n'est pas la peine d'opposer les démarches, il faut mieux les combiner. Montrer aussi comment la consommation engagée, elle participe d'un mouvement plus large qui est connecté aussi au travail de plaidoyer. Ça, vous êtes nombreux à le faire au quotidien. S'outiller pour savoir parler du commerce équitable en donnant des exemples concrets, et puis aussi valoriser le commerce équitable Made in France, pas seulement dans sa dimension locale, mais aussi comme une preuve de sa pertinence. Si le commerce équitable Origine France a le succès qu'il peut avoir, c'est bien que ça fonctionne. Donc voilà pour les éléments de contexte un peu macro. Ensuite, je voulais vous donner quelques éléments sur la reconnaissance publique des labels de commerce équitable. Vous le savez très certainement que dans le cadre de la loi Climat et Résilience qui a été votée en France en août 2021, il y a eu quelques modifications sur le commerce équitable. Et certaines sont effectives dès à présent et d'autres ne le sont pas encore tout à fait. Donc, ce qui est effectif, c'est qu'il y a eu un 7e principe qui a été rajouté dans la définition légale du commerce équitable, c'est le principe de valorisation de modes de production et d'exploitation respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie. L'idée, c'est qu'avec le commerce équitable, c'est pas on paye un prix juste pour derrière faire business as usual, c'est on paye un prix juste et derrière ça donne les moyens de transformer les modes de production, et donc cet élément écologique est rentré dans la définition officielle du commerce équitable. Ce qui était prévu également, c'est que à partir de janvier 2023, pour pouvoir dire commerce équitable ou équitable sur un produit, il aurait fallu obligatoirement avoir un label de commerce équitable, un label qui soit reconnu par la plateforme RSE. Et ce dispositif de reconnaissance a pris du retard pour des raisons
divers et variés de complexité juridique. Et donc, vu que la reconnaissance n'est pas mise en place, l'obligation d'avoir un label n'est pas non plus effective. Par contre, l'obligation de mettre en œuvre les 7 principes du commerce équitable, elle est effective et c'est quand même plus facile avec un label. Donc là, je vous ai rappelé les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 labels que nous, au niveau de Commerce Équitable France, on reconnaît comme faisant vraiment partie du commerce équitable. Et donc, ce sont bien les labels Max Havelaar Fairtrade, WFTO, Biopartenaire, Fair for Life, et le label Tourisme équitable qui est porté par l'ATES. Et ça, ce sont des labels dits universels, c'est-à-dire qu'on peut les trouver sur des produits qui viennent du monde entier, y compris français. Il y a le label SPP qui, lui, est le seul label qui est uniquement Nord-Sud aujourd'hui. Et puis, 2 labels qui sont uniquement Origine France, c'est le label Agriéthique France et Bioéquitable en France. Donc voilà, ces 8 labels, ce sont les repères pour repérer des produits issus du commerce équitable. Tout le reste, le doute prévaut plus que la confiance. Et donc, voilà, on espère avancer sur ce dossier reconnaissance publique en 2023, mais en attendant, ces repères-là, ils sont fiables. Quelqu'un pose la question sur le label FNAB. Le label FNAB, il faut qu'on fasse encore une petite évaluation du dernier cahier des charges. Il est d'un point de vue économique, il est quasiment insignifiant. Il fait largement parler de lui, mais bon, il y a 4 produits dans quelques picards et encore pas dans toute la France. Donc, ce n'est pas un gros sujet. Mais il est probablement que ce label répond aux critères du commerce équitable. Il faut qu'on fasse une évaluation actualisée pour vous répondre avec certitude. Je voulais également partager quelques bonnes nouvelles pour alimenter vos discussions avec vos parties prenantes dans le cadre de cette quinzaine avant. Donc, vous avez compris que les ventes, c'est un petit peu compliqué, mais certains segments de produits équitables continuent de progresser. C'est pas un catalogue exhaustif de bonnes nouvelles. J'aimerais qu'on y travaille avant la quinzaine et qu'on puisse le diffuser et qu'on demande à l'ensemble de nos adhérents pour leurs bonnes nouvelles. Là, je vous ai mis des choses qui étaient arrivées à mes oreilles récemment sans exhaustiviser. Donc déjà, vous dire, voilà, il y a les bananes équitables labellisées Max Havelaar poursuivent leur croissance. La gamme de produits paysans d'ici qui est proposée par Éthicable et qui est labellisée par Bioéquitable en France est également en croissance, je crois de 8 ou 9% en 2022. Donc, ce n'est pas négligeable. Il y a certains réseaux de distribution qui approfondissent leurs engagements de commerce équitable. C'est le cas notamment de Biocop qui réalise en 2022 28% de son chiffre d'affaires en produits équitables versus 25% en 2021. Donc, ce n'est pas négligeable. Et je ne l'ai pas mis ici, mais donc, vous savez certainement, un Biocop a un engagement à ne distribuer que des produits équitables sur les rayons café, thé, chocolat, sucre et riz. Et en fait, l'année dernière, ils ont étendu leurs engagements à ne référencer que du commerce équitable pour les fruits secs, les mangues séchées, les ananas séchés, etc. et les noix de cajou. Et donc, voilà, ça augmente les approvisionnements aux conditions du commerce équitable sur un certain nombre de filières avec des résultats très intéressants. Et puis, je voulais vous donner aussi quelques petits exemples de coopératives labellisées équitables qui sont à la pointe de l'innovation, chacune dans leur domaine. Donc là, c'est dans le cadre du programme Équité. On a eu quelques news des coopératives soutenues dans le programme qui ont fait des replantations de 55 000 plants d'arbres à karité. Donc, c'est vraiment super pour la biodiversité. Qui ont sécurisé 6 parcs à karité et au Burkina Faso. Et la sécurisation de ces parcs, en fait, ça permet une diversité d'accès à ces parcs et une sécurisation d'accès pour les femmes. Il y a eu des innovations aussi en termes de combustible, de réutilisation des résidus de noix de karité pour créer des briquettes
des briquettes compactées et qui permettent ensuite de chauffer les fours qui aident au barattage, etc. du beurre et qui permet de réduire la pression sur le bois de chauffe et donc réduire la pression sur la déforestation. Également dans le cadre du programme Équité, on a eu des nouvelles de plusieurs coopératives au Burkina Faso qui font de la mangue séchée et qui ont rapporté que certains ont investi en fait dans des systèmes de séchage par pyrolyse. La pyrolyse, c'est un système qui permet de chauffer avec une efficience énergétique très très forte et qui a permis à la fois de gagner en rendement et donc de faire baisser les coûts de production avec un gain de 300 € par tonne, ce qui n'est pas du tout négligeable, et aussi d'augmenter la qualité des mangues avec 100% des mangues séchées classées en premier choix. On a eu Upromabio, qui est une coopérative partenaire du réseau Artisans du Monde de longue date, mais aussi d'autres acteurs de commerce équitable qui a augmenté son chiffre d'affaires de 82%. Et puis, on a l'association Thon, je crois, qui a mis en place un arrosage des vergers de mangue avec du goutte à goutte et qui a permis à la fois d'accroître le taux de survie des manguiers, mais aussi de réduire par 8 la quantité d'eau nécessaire à cet arrosage. Donc, dans des pays où l'eau manque redoutablement, c'est quand même un tour de force et une réalisation non négligeable. Donc voilà, ça c'est quelques petits exemples de réalisation des coopératives. Juste pour rappel, le programme Équité, en fait, il fonctionne avec des dotations, on appelle ça une facilité, un appel à projet, où on demande aux coopératives qui ont un label de commerce équitable si elles ont des projets qui sont favorables à l'amélioration des problématiques environnementales. Et donc, il y a tout un processus de sélection. Il y en a 40 aujourd'hui qui ont été sélectionnés et qui ont reçu des montants qui totalisent plus de 6 millions d'euros dans ces 4 dernières années pour financer des investissements, des activités de transformation des modes de production. Et donc ça, voilà, ces exemples témoignent en fait de ce qu'ont pu faire ces coopératives et de à quoi ça sert et avec quels impacts. Donc voilà, c'est aussi des éléments qui montrent que l'outil coopératif en tant qu'organisation collective d'empowerment des producteurs, c'est un outil vraiment très puissant pour transformer la situation des producteurs et que le mode projet qui est soutenu par ce programme Équité est également très puissant et très transformateur et que ces transformations, elles ne deviennent pérennes que parce que derrière, il y a aussi des relations commerciales équitables avec les entreprises de nos réseaux. Voilà pour moi pour cette première partage sur des éléments de contexte et quelques nouvelles. Alors du coup, on a Armel Lambert dans le chat qui dit qu'on peut aussi citer les 3 premiers offices de tourisme de Bretagne qui sont nouvellement labellisés par l'ATES. Voilà, super. Rennes et Quimper. Ah bah c'est super. On va aller creuser ça et puis j'espère que juste avant la quinzaine, on pourra faire un petit dossier de presse avec un catalogue de bonnes nouvelles dans lesquelles on pourra aussi valoriser ça. C'est très bien d'avoir des éléments aussi qui nous arrivent de l'ATES. Il y a 2 questions aussi dans le chat. Ouais, tu peux me les dire, j'ai du mal à avoir. Alors, le label Max Havelaar en grande surface, est-ce que ça nous pose toujours des questions? Alors, on a fait un sondage il y a quelques années auprès des Français et je crois qu'ils étaient 97% à considérer que s'il y avait du commerce équitable dans les grandes surfaces, c'était quand même plutôt une bonne chose. Donc, a priori, non, ça ne pose pas de questions. Et après, une autre question, qui détermine que les labels sont des labels de commerce équitable, que c'est bien du commerce équitable? Alors, c'est bien, c'était l'objectif de la reconnaissance publique, d'avoir une commission composée à la fois d'experts et de représentants des pouvoirs publics pour pouvoir dire effectivement qu'est-ce qui est véritablement un label de commerce équitable ou pas. En l'absence de cette reconnaissance publique sur laquelle nous travaillons, nous, chez Commerce Équitable France, on s'appuie sur le guide des labels international que nous publions régulièrement avec nos partenaires d'Allemagne, des États-Unis et du Canada. On se base à la fois sur les critères de la loi française du commerce équitable et sur une déclinaison
plus précise et antérieure qui avait été réalisée dans le cadre de la Commission nationale du commerce équitable et auquel l'ensemble des partenaires du secteur avaient contribué. Donc, en gros, nous, notre méthodologie, elle est accessible dans le cadre du guide des labels, mais on va aller regarder la gouvernance du label, les critères évidemment du commerce équitable et la qualité des dispositifs de contrôle. C'est comme ça qu'on s'assure qu'un label est bien un label du commerce équitable. Non. Effectivement, oui, on va voir pour effectivement peut-être valoriser les 3 offices de tourisme. Mais oui, c'est En tout chouette, cas, c'est très bien. avec eux, oui. Ok. Et je passe à une petite section cacao, c'est ça? J'ai énormément de retard, dites-moi. Il y a 10 minutes à peu près. C'est ok, c'est normal, c'est pas moi? Ouais, non, c'était au début, mais D'accord, ok. Je vais faire de mon mieux. Alors, on m'a demandé de vous faire un petit point sur la filière cacao et les enjeux et leviers de durabilité. Alors, c'est vrai que c'est une filière qui est un peu au cœur des travaux. C'est pas la seule, hein, mais c'est une filière qui fait beaucoup parler d'elle. À la fois parce qu'il y a des défis sociaux et des défis environnementaux très importants, mais aussi parce qu'il y a un consensus fort qui émerge sur le fait que cette filière n'est pas durable et qu'il faut faire quelque chose. Quand je dis consensus, c'est-à-dire que à la fois les mouvements de la société civile, les producteurs, les pays producteurs, mais aussi les entreprises qui vendent du chocolat et les pays consommateurs se disent effectivement ça ne peut plus durer. Alors ensuite, le consensus sur ce qu'il faudrait faire, lui, n'est pas encore là, mais émerge un certain nombre de réglementations dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais évidemment, cette filière, elle est ni durable ni équitable. On voit qu'il y a des problèmes d'accès à un revenu vital pour les producteurs qui n'est pas là. Les prix du cacao sont trop faibles. Il y a une hausse du coût de la vie. Il y a des rendements du cacao qui sont aussi globalement très faibles dans les principaux pays producteurs et donc des revenus qui sont pas au rendez-vous. Il y a des problèmes environnementaux qui sont très importants, une dégradation notamment des forêts, une perte de biodiversité, une utilisation très importante des phytosanitaires avec des enjeux de pollution qui sont majeurs. Et on a aussi des droits humains qui ne sont pas respectés, notamment le travail des enfants, des phénomènes de traite des êtres humains dans un certain nombre de cas, de la pauvreté et de la malnutrition, un manque d'accès à l'éducation et aux soins et des conditions de travail et de sécurité qui ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc ça, c'est voilà, pour brosser très rapidement le tableau du cacao, c'est à ça que ça ressemble aujourd'hui. Donc là, voilà, j'ai mis quelques chiffres et que je vous laisserai dans le PowerPoint qui vous sera diffusé. Mais en gros, sur une tablette de chocolat, il y a 6% du prix qui revient aux producteurs. Il y a 1,5 million d'enfants qui travaillent dans le secteur du cacao et dans des conditions qui ne sont pas du tout souhaitables. Et il y a plus de 14 000 hectares de forêts qui ont disparu en Côte d'Ivoire depuis 2018 au profit de la culture de cacao. Ça, c'est la répartition de la valeur sur une tablette de chocolat qui a été... c'est un travail qui a été réalisé par le BASIC et qui montre en fait que la valeur, elle est effectivement très inégalement répartie. Ce sont essentiellement les distributeurs et les fabricants de chocolat qui captent l'ensemble de la valeur. Quand on fait le travail sur la répartition des coûts et des marges, on se retrouve aussi sur une inégalité très importante. C'est le graphique, là, les petits bâtonnets à droite. En fait, pour déterminer la marge, on prend la valeur, on enlève les coûts de production, on enlève les taxes, les impôts, et ce qui reste, c'est la marge. Et donc la marge, elle est également réalisée en grande partie par les distributeurs et les chocolatiers. Et pour les producteurs, vous voyez, la marge par kilo, elle est de 0,005 centimes d'euros par kilo. C'est important d'avoir ça en tête parce que pendant très longtemps, les gens qui réfléchissaient aux questions de durabilité environnementale réfléchissaient à ce que les producteurs pouvaient faire sur la parcelle. Produire autrement, mettre moins de pesticides ou en mettre plus, faire comme ceci, faire comme cela au niveau de la parcelle. Mais quand on dézoome et quand on regarde la répartition de la valeur sur un produit qui utilise du cacao,
Et on peut faire le même exercice sur beaucoup de produits alimentaires, mais on s'aperçoit que la non-durabilité, elle a des causes qui sont bien au-delà de la parcelle et qui sont dans l'organisation des échanges. Et que si on ne répond pas à cette question d'une meilleure équité dans les échanges, avec une meilleure répartition de la valeur, on aura du mal, voire on ne pourra pas répondre aux défis écologiques et environnementaux qui se posent au niveau de la parcelle. Les modes de production du cacao sont également non durables et notamment en Afrique de l'Ouest, au Ghana et en Côte d'Ivoire, qui à eux deux représentent les 2 tiers de la production mondiale, on est sur une production qui est essentiellement en monoculture et en plein soleil, c'est-à-dire sans ombrage. L'arbre du cacao, le cacaoyer, c'est un arbre qui à l'origine vient d'Amazonie et donc qui pousse en général sous d'autres arbres. Et puis, la recherche agronomique a permis de produire des variétés de cacao qui sont beaucoup plus productifs et qui donnent beaucoup plus de cabosses et de fèves de cacao en étant sous le soleil, donc sans ombrage. Mais pour bien produire et pour bien donner tout son potentiel, ce sont des variétés qui ont aussi besoin de recourir à des produits phytosanitaires en quantité très importante, produits phytosanitaires de synthèse, notamment des pesticides et des engrais. Or, l'utilisation importante de ces pesticides et de ces engrais augmente les rendements sur le court terme, sur le court et le moyen terme, mais sur le moyen et le long terme, ça appauvrit les sols, ça appauvrit la biodiversité et ça fait baisser les rendements. Et donc, on se retrouve dans un cercle vicieux. Le recours aux produits phytosanitaires appauvrit les sols, fait baisser les rendements. La baisse des rendements fait qu'on a besoin de plus en plus de produits phytosanitaires, etc., etc. Et donc, on voit bien que d'un point de vue écologique, cette pratique, elle est non durable, et d'un point de vue économique, elle n'est pas soutenable non plus parce que le recours aux produits sanitaires, son augmentation renchérit les coûts de production. Donc aujourd'hui, les producteurs sont coincés en fait dans ce système de production qui est néfaste pour eux sur le court terme, mais la sortie de ce système est également très compliquée. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Et pour s'en sortir, le système le moins difficile, c'est d'aller déforester la prochaine parcelle, la plus proche, et accéder à une terre qui est beaucoup plus fertile et sur laquelle on va pouvoir de nouveau produire du cacao. Alors pourquoi c'est grave? Là, j'ai quand même fait un petit topo rapide sur pourquoi c'est grave la déforestation. Parfois, c'est quand même bien de se le redire. La déforestation, c'est un problème pour tout le monde parce que ça augmente le réchauffement climatique, en fait. Ça augmente les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ça a un impact aussi sur la destruction du cycle de l'eau. Donc, ça augmente les sécheresses et ça augmente les inondations. Ça a aussi un impact très fort sur la biodiversité avec une perte d'habitat pour les espèces animales et végétales. Et ça augmente les feux de forêt. Donc, les effets de la déforestation, en fait, ça a des conséquences pour tout le monde. C'est-à-dire que ça a des conséquences pour nous, mangeurs de chocolat, si on veut caricaturer. Le réchauffement climatique, il est mauvais pour l'ensemble des habitants de la planète. Et il est aussi mauvais localement, en fait, avec une disruption du climat local. Et notamment en Afrique de l'Ouest, en fait, la perte du couvert forestier augmente les sécheresses et fait qu'il y a de moins en moins d'aires qui sont propices à la culture du cacao. Donc voilà, il y a des experts qui montrent que dans 10-15 ans, si rien n'est fait, il y aura très peu d'aires géographiques dans le golfe de Guinée qui seront propices à la culture du cacao. Donc c'est aussi une perte de capacité pour les populations locales de vivre de ce métier-là. Et donc, de quoi on aurait besoin en fait pour sortir de cette situation, de sortir de ce cercle vicieux? Nous, on considère que on aurait besoin de rentrer dans une économie du partage qui permettrait d'avoir une économie régénérative. L'économie du partage, ça va toucher à la question du partage de la valeur et de l'accès à un prix juste et un prix rémunérateur, donc autrement dit un commerce plus équitable. Et l'économie régénérative, c'est une économie qui permettrait de travailler les sols sans les détruire en fait, de régénérer la biodiversité, de régénérer la fertilité des sols de manière à ce que les producteurs soient dans des situations de mode de production qui
qui ne nécessitent pas en fait d'aller déforester la forêt. Donc, c'est un peu l'objectif sur lequel on travaille. Et en fait, notamment dans le cadre du programme Équité, avec l'ensemble des coopératives labellisées de commerce équitable, on travaille à mettre en place des alternatives pour tester d'autres modes de production et d'autres modes de partage de la valeur. Donc là, j'ai mis un petit schéma, par exemple, d'un système agroforestier qui a été mis en place par une coopérative qui s'appelle Camaillé, qui est labellisée Fairtrade Max Havelaar et aussi SPP. Et ils ont développé des modèles comme ça, avec une transition agroforestière sur plusieurs dizaines d'hectares, avec des cacaoyers tous les 2-3 mètres en termes de densité, mais aussi des arbres fruitiers, des arbres forestiers, et puis les premières années, des cultures de bananiers, de légumes et de buttes d'igname. Et ça permet d'avoir une biodiversité très riche et aussi d'avoir des revenus en fait tout le long de l'année. Donc, une économie régénérative, c'est une économie qui permettrait d'avoir des revenus décents, d'avoir une diversification des revenus, donc aussi plus de résilience, d'avoir une réduction des coûts de production, parce qu'in fine, quand on est dans un système agroforestier, ça demande beaucoup de travail, mais ça demande moins d'intrants, notamment moins d'intrants chimiques. Donc, on peut atteindre une réduction globale des coûts de production. Et puis, une stabilisation de la production là où elle est déjà pour arrêter la déforestation. Au niveau environnemental, ça permettrait donc d'arrêter l'utilisation de produits phytosanitaires, de lutter autrement contre les maladies, d'avoir un équilibre dans l'écosystème et dans la biodiversité qui permet de réguler la gestion des maladies et des pestes. Il y aurait une amélioration de la fertilité des sols et vraiment une stratégie de frein à la déforestation. Et dans le cadre du programme Équité, là, je vous ai mis le nom de toutes les coopératives qui sont soutenues sur leur projet. Et on a vraiment des innovations qui sont très, très intéressantes et qui répondent justement à ces défis-là. Donc, ce sont toutes des coopératives qui ont un label de commerce équitable et donc qui ont accès à des partenariats commerciaux de commerce équitable qui viennent alimenter aussi une rentabilité et l'accès à un prix plus rémunérateur qui permettent aussi donc de soutenir le développement de leurs innovations. Et ce sont aussi des coopératives qui bénéficient donc du fonds de dotation du programme Équité et qui mettent en œuvre des conversions à l'agriculture biologique, des productions de biofabriques, d'intrants organiques avec des biopesticides, avec des composts au niveau des coopératives, des OP qui travaillent à la réhabilitation de parcelles vieillissantes, des développements de systèmes agroforestiers, du travail de monitoring de la déforestation et de réduction de la pression sur les forêts. Donc vraiment cette question à la fois lutte contre la déforestation et transformation des systèmes de production, c'est au cœur des innovations de ces coopératives. Et dans le milieu sur le terrain, on voit que les innovations les plus prometteuses ou parmi les plus prometteuses sont réalisées par les coopératives de commerce équitable. On s'est aussi posé la question, mais bon, puisque c'est si formidable de faire un système agroforestier, pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? C'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? On a calculé en fait le coût de la transition et c'est un système où l'investissement, il est coûteux en fait. Il est coûteux et il est technique. On a fait les calculs, ça coûte à peu près 1,5 million de francs CFA par hectare de créer une parcelle en agroforesterie. Alors qu'une parcelle classique en monoculture sous le soleil, c'est à peu près un tiers de ce prix, c'est 500 000 francs CFA. Et donc, on s'est dit, est-ce que les producteurs pourraient accéder à du crédit pour faire ça? Parce qu'un jour, le programme Équité ne sera plus là et de toute façon, il ne touche pas tout le monde. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que des banques fassent crédit aux producteurs pour pouvoir financer la transition agroforestière? Donc, on a fait faire une étude sur le sujet et les résultats sont intéressants. La réponse, c'est oui, mais non. En fait, ce serait possible, mais il faudrait que le prix soit supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que pour avoir accès au crédit et pour que
le risque, en fait, pour l'organisme qui fait du crédit soit un risque raisonnable par rapport aux critères internationaux, et pour que les producteurs ne soient pas surendettés, il faudrait qu'ils accèdent à un prix au cacao d'à peu près 1250 francs CFA par kilo. Or, aujourd'hui, le prix de marché il est plutôt autour de 750. Donc, en gros, il faudrait une augmentation du prix de quasiment 100%, au moins 80%, pour pouvoir imaginer un système de transition agroforestière financé à crédit. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là. Et donc on voit bien, en fait, aujourd'hui, tant que le prix n'est pas vraiment équitable, eh bien, les producteurs ne peuvent pas transformer leur mode de production. Et s'ils ne transforment pas leur mode de production, eh bien, ils continueront à être incités à les déforester pour accéder à des terres suffisamment fertiles pour avoir des rendements qui leur permettent de vivre en tant que producteurs de cacao. Donc voilà, ça c'est un peu l'expertise qu'on a développée à la fois avec les études qu'on a pu mener et avec le programme Équité et que nous portons collectivement. Quand je dis nous, c'est Commerce Équitable France avec nos adhérents. Dans le cadre on a un groupe de travail qui s'appelle le GT Cacao, le groupe de travail cacao, et on porte à la fois cette expertise et ces positionnements dans différents espaces de plaidoyer, notamment la stratégie française de lutte contre la déforestation importée et aussi l'IFCD, qui est l'initiative française pour un cacao durable. Alors, peut-être dernier petits éléments de contexte. Je vous ai beaucoup parlé de déforestation et c'est normal, c'est un sujet qui est vraiment important. Et on prend conscience de plus en plus, en fait, qu'à travers nos modes de consommation, on importe des biens et des services, surtout des biens, qui sont fabriqués dans des conditions qui sont propices à la déforestation. Donc, c'est le cas du cacao, mais aussi de l'huile de palme, du soja, du bois, du café, du caoutchouc, du bœuf et du cuivre. Et ces commodités, ces matières premières, en fait, ont fait l'objet d'un règlement européen qui a été adopté au mois de décembre dernier et qui prévoit que à partir de 2024, ces produits, pour pouvoir rentrer sur le sol européen, seront obligés de produire une preuve qu'ils n'ont pas contribué à la déforestation. On appelle ça un système de diligence raisonnée qui doit fournir des éléments de traçabilité jusqu'à la parcelle ou jusqu'au lieu précis de production de ces matières premières et de démontrer qu'ils n'ont pas contribué à la déforestation. Donc, c'est un défi qui est immense, en fait, pour les producteurs de cacao, parce que aujourd'hui, les systèmes de traçabilité ne sont pas du tout en place. Les modes de production qui sont adoptés restent propices à la déforestation et les prix qui sont payés aux producteurs, qui sont des prix très inéquitables, ne leur permet pas de répondre à ces défis-là. Donc voilà, nous aujourd'hui, on est vraiment dans ce travail d'accompagnement de la mise en œuvre de cette réglementation dans les conditions qui soient les moins défavorables pour les producteurs de cacao. Donc il y a vraiment deux grands défis. C'est comment est-ce que cette réglementation, elle va effectivement permettre d'arrêter la déforestation et comment est-ce que on va mettre en place les dispositifs de mise en conformité et de traçabilité qui aujourd'hui sont quasi inexistants. Je dis quasi inexistants parce que quand même en matière de traçabilité, les acteurs de commerce équitable ont évidemment un temps d'avance à travers les dispositifs de contrôle qui sont mis en place, mais pas suffisamment pour répondre à l'ensemble des exigences de la réglementation. Et donc, nous, on travaille avec, beaucoup avec les labels et avec les plateformes nationales de producteurs de commerce équitable en Afrique de l'Ouest, au Ghana, en Côte d'Ivoire et un petit peu au Togo, pour faire entendre la voix des producteurs, pour faire émerger des programmes de soutien aux producteurs pour la mise en place de la traçabilité et essayer de faire émerger un accord politique qui permette une meilleure répartition de la valeur au sein de la filière et des dispositifs qui permettent de faire remonter les prix du cacao pour tout le monde et pas seulement dans les filières de commerce équitable. On essaye de faire la démonstration que ce défi-là, ce défi économique, il faut absolument pouvoir le relever pour pouvoir atteindre les objectifs de lutte contre la déforestation. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, vous dire que ces sujets, ils sont aussi donc travaillés au sein de l'initiative française pour un cacao durable et que c'est une dynamique qui est européenne. Il y a les mêmes dynamiques
Beyond Chocolate en Belgique, Disco en Allemagne, non, aux Pays-Bas, pardon, le Forum Cacao en Allemagne et une plateforme suisse du cacao durable. Donc, ces questionnements-là, je vous parlais d'une forme de consensus au début de la présentation, on les retrouve dans toute l'Europe et donc on partage ces préoccupations avec nos homologues européens. Et il y a également une initiative Ghana-Côte d'Ivoire qui était en dialogue avec les équipes du programme Équité, les équipes de Commerce Équitable France la semaine dernière. Et on a fait un petit communiqué de presse qui est sur notre site internet, qu'on a publié vendredi dernier, qui fait état des discussions donc, avec les pays producteurs sur ces sujets. Voilà un peu pour les activités du cacao et du travail de lutte contre la déforestation et de montrer comment les acteurs de commerce équitable accompagnent en fait l'émergence de nouvelles politiques publiques qui soient propices à un commerce plus équitable pour tous. Et du coup, il y avait juste une question, mais c'est au début de ta présentation, quelqu'un qui demandait est-ce que les mêmes défis se posent pour la filière du café? Alors, tout à fait. Les mêmes défis se posent pour la filière du café, d'autant que le café est aussi identifié parmi les matières premières qui contribuent à la déforestation. Et malheureusement, en fait, à ce jour, il n'y a pas le même consensus qui a émergé que pour la filière cacao. Peut-être les médias se sont moins penchés sur cette question-là et on n'a pas à ce jour réussi à mobiliser la société civile de la même manière que pour le cacao, hein, pour pouvoir dénoncer à la fois la pauvreté des producteurs, mais aussi le besoin de plus d'équité dans ces filières-là pour répondre aux défis écologiques. Mais on est sur des problématiques tout à fait similaires sur le café, absolument. Super. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. On va passer la parole à Estelle, je pense. Et juste aussi pour vous dire que, donc du coup, là, on va vous parler plutôt du commerce équitable en France. Et ensuite, il y aura une petite pause, voilà, pour qu'on puisse boire un café, souffler un peu, parce qu'on sait que c'est une longue formation, donc il y aura une petite pause juste après la partie qui vient. Estelle, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux que je projette le PowerPoint? Oui, s'il te plaît. Je crois que Laetitia m'a demandé. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Estelle Dubreuil, coordinatrice de Faire un monde équitable. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de commerce équitable Origine France. Ouais. Vous m'entendez bien? Ouais, oui, très bien. Ouais, ok, super. Alors, je crois qu'on a une petite vingtaine de minutes. Donc, moi, je vais intervenir avec Julie, qui est ma collègue de présentation, Julie Maison-Haute, qui doit être dans la salle. Je suis là. T'es là, super. Bon, alors, du coup, moi, je vais vous parler de commerce équitable Origine France. C'est un sujet qui nous tient à cœur, nous, chez Faire, particulièrement pendant cette quinzaine de commerce équitable. Mais il me semblait aussi intéressant de remettre un petit zoom sur ce commerce-là, notamment puisque le sujet de la quinzaine, hein, c'est bien de faire le lien entre le nord et le sud. Donc, je vais commencer par présenter un peu cette action Journée du patrimoine agricole bio et équitable, pour essayer de faire le lien entre des idées qu'on entend beaucoup et qui sont plébiscitées par les Français. Alors, même si, comme le disait Julie, hein, avec parfois une consommation responsable en berne, néanmoins, le local tient la dragée haute et puis le bio encore quand même aussi, et puis faire le lien avec l'équitable. Et donc, à travers l'angle de ces fermes ouvertes dont je vais parler tout de suite. Je veux bien que tu fasses que tu cliques. Alors, je ne sais pas quel est le mot de passe. Voilà, tu peux y aller. Super. Donc, la journée du patrimoine agricole bioéquitable, c'est un événement qu'on a lancé l'année dernière avec Bioconsommateurs, avec Bioéquitable en France. Et donc, ce sont des fermes ouvertes. L'année dernière, on avait 13 fermes. Et 20 bénévoles et 500 visiteurs sont venus pour pouvoir découvrir ces fermes de proximité. Et je vous propose une petite vidéo, j'espère qu'elle va passer.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez senti la bonne humeur du moment, mais il y en avait pas mal dans cette journée l'année dernière, des échanges ce qu'on plébiscite, c'est une véritable rencontre entre les citoyens et les paysans dans le cadre d'une journée partout en France. La suite. Non, on peut se la refaire, mais quand même. Et donc, on repart cette année. Donc ça, c'était l'année dernière, on avait 13 fermes. Et cette année, c'est reparti pour 2023. On les lance, on les appelle maintenant les journées du patrimoine agricole bio et équitable au pluriel. Ça montre qu'on est à plusieurs endroits en même temps. Et l'idée, c'est d'être sur, ouais, tu peux y aller, d'être sur 11 fermes en même temps. Donc, des fermes qui sont labellisées. Donc ça, c'est hyper important pour nous et on va voir pourquoi, qui sont labellisés bio-équitable en France et bio-partenaires cette année aussi. On inaugure avec 2 labels. Des bénévoles sur le terrain, puisque l'idée, c'est vraiment de faire le lien entre les bénévoles et les fermes. Donc des bénévoles FAIRE et des bénévoles bioconsommateurs. Et puis cette année, on a le soutien d'un réseau que peut-être vous connaissez, réseau de groupements d'achat consommateurs, notamment pas mal engagé sur les campus, le réseau VRAC. Là, tu vas un peu trop vite. Je voulais laisser le temps à chacun de bien situer les endroits. Alors, si vous repérez, en fait, les fermes, elles sont en orange. Donc, c'est les points orange que vous devez surtout regarder. Et donc, voilà, vous en trouverez. Orange, d'ailleurs, à Lyon, je vois qu'il n'y a pas le point orange, mais il y a quand même une ferme. Et donc, voilà, c'est les endroits où il y aura des fermes. Et donc, n'hésitez pas à vous y rendre cette année. Et donc, pourquoi on a décidé de faire ça entre Bioéquitable en France, Biopartenaires, FAIRE, Bioconsommateurs et le réseau VRAC? C'est vraiment pour mettre en avant ce commerce équitable Origine France. Alors, on s'est donné 5 raisons, en fait. Le premier, évidemment, c'est de pouvoir donner un visage local à l'agriculture engagée, donc bio et équitable, à 2 pas de chez soi. C'est vraiment cette logique de proximité et de pouvoir se déplacer pour pouvoir rendre visite, comprendre comment fonctionne la ferme d'à côté. L'autre aspect, c'est de défendre des modes de production vraiment transformateurs et de montrer des exemples agroécologiques. Julie en a un peu parlé sur la valorisation des modes de production agroécologiques. Et souvent, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, on a décidé de mettre l'accent sur l'agroécologie. En tout cas, on a essayé de faire travailler les fermes sur cet angle-là, de vraiment promouvoir cet aspect pour pouvoir expliquer, en fait, comment et pourquoi produire en bio et pourquoi échanger en commerce équitable. C'est vraiment, ça transforme et le paysage et la communauté locale et également la vie du paysan, lui, également. À travers cet événement, on souhaite aussi promouvoir un patrimoine commun agricole qu'on estime menacé. Alors, le patrimoine commun agricole, on a commencé à le définir au Canada, je crois qu'il y a une définition précise de ce qu'est un patrimoine agricole commun. En France, on est parti sur l'idée de mettre derrière des paysages typiques, des techniques anciennes, des races robustes en général, des variétés préservées, retrouvées, anciennes, des systèmes d'entraide aussi, on va mettre un peu de social, des systèmes d'entraide entre voisins, des histoires familiales aussi, d'agriculture familiale, et puis aussi on va jusqu'à l'architecture des bâtiments et la manière dont on sent organiser le bâti sur le territoire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on cherche à montrer et qu'en utilisant des modes de production spécifiques, on participe à la défense de ce patrimoine. On permet à des agriculteurs de rester et d'entretenir en fait notre bien commun qui est la terre. Évidemment, quatrième aspect de notre événement, c'est de rendre visibles les transformations que permet le commerce équitable en France. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de cet événement, c'est de vouloir expliquer au plus grand nombre ce qu'est le commerce équitable Origine France. Déjà,
Déjà, peut-être commencer par le commencement, c'est qu'il existe un commerce équitable Origine France et qu'il ne faut pas le confondre avec d'autres initiatives, je vais y revenir. Et voilà, et de montrer en fait que les agriculteurs témoignent directement de ce qu'apporte le fait d'être en commerce équitable, notamment de ne pas dépendre de subventions, par exemple. Et le dernier point, eh ben, ce sera de permettre aux citoyens de devenir actifs sur leur territoire et de pouvoir identifier les produits qui sont à côté de chez eux et de pouvoir également faire un lien durable avec les agriculteurs pour pouvoir imaginer non seulement effectivement les productions, mais pouvoir aussi s'engager collectivement dans la défense et la promotion d'un bien manger local et pourquoi pas d'aller faire de l'éducation ou d'autres choses ensemble. Donc voilà, donc c'est les 5 axes qu'on se dote avec cette journée-là et qui pour nous est essentiel pour pouvoir mettre en avant ce commerce équitable Origine France. Et si tu veux bien avancer, Laetitia. Parce que justement, en fait, on se dit, même si à nous tous dans la pièce, ça paraît évident hein, de parler de commerce équitable Origine France, néanmoins, le grand public n'est pas forcément vraiment parfois convaincu ou même au courant qu'on en a besoin. Et donc, les filières françaises ont aussi besoin de ce commerce équitable, notamment parce qu'eux aussi sont contraints ou confrontés à cette volatilité des prix qui est de plus en plus forte, notamment dans les contextes de spéculation comme on les vit en ce moment. Eux aussi sont confrontés à cette mauvaise répartition, largement inéquitable de la valeur dans la chaîne, dans les chaînes d'approvisionnement. En France aussi, on est particulièrement touché par la diminution des surfaces agricoles, par la non-valorisation du métier d'agriculteur également, et puis évidemment par notre modèle intensif d'agriculture qui ne vous garantit pas un avenir durable sur cette terre. Donc, la liste est longue, et donc c'est tous ces éléments-là qu'on cherche à mettre en avant. Et donc, ça me permet de faire le lien justement avec des chiffres un peu à jour sur le commerce équitable Origine France et qui vous permet, même si vous ne venez pas à la GIPAB et même si vous ne participez pas à cet événement cette année, on peut imaginer que l'année prochaine, oui, mais voilà, ça vous permet d'avoir quelques petits tips à donner à dans vos interventions publiques. Et ne pas oublier de citer ce commerce équitable Origine France. Donc aujourd'hui, on a 100 groupements en France qui sont engagés dans le commerce équitable, ce qui représente plus de 6000 fermes, avec un chiffre d'affaires d'environ 707 millions. Et là, on est bien d'accord, Julie, c'est du million ou c'est du milliard? J'ai un doute. C'est du million. Million. Milliard, ça faisait beaucoup aussi. Qui a été doublé donc en 4 ans, et puis on est autour de 1500 références produits. Donc l'Origine France continue de grandir de façon assez rapide en France. En 2021, hein, on est à ces 707 millions. Oups. Voilà. Ça vous donne quelque chose. Et alors, quels produits vous pouvez trouver en Origine France? Alors, évidemment, celui qui est leader absolu, c'est tout ce qu'on retrouve en boulangerie. Donc, c'est tout ce qui est farine que l'on va trouver dans les boulangeries, les viennoiseries, etc., notamment porté par le label Agriéthique, mais pas que. Et puis, ensuite, on va être sur tout ce qui est fruits et légumes frais de différentes manières. Il va aussi avoir les fruits en jus ou en compote ou en confiture. Ensuite, les produits laitiers divers, la viande et les œufs, l'épicerie salée, surgelée, autres, et enfin l'épicerie sucrée et les boissons. Donc globalement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire un repas complet, notamment en accent sur notamment les céréales, et les légumineuses qui n'apparaissent pas forcément, mais qui sont fortement présentes aussi en commerce équitable. Et donc, un autre axe
essentiel, c'est le bio. Alors, vous savez que la plupart des produits équitables sont également bio. On est à 88% en nombre de références et 57% en valeur de vente. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur le nombre de références, mais ça montre bien la façon dont on a envie aussi de vivre le commerce équitable qui est absolument complémentaire du bio. Et ce n'est pas que nous qui le disons, d'ailleurs, c'est aussi les acteurs de la bio qui s'orientent de plus en plus vers l'équitable également. Et donc, moi, c'était voilà, mes petits chiffres. Maintenant, se poser la question en quoi le commerce équitable permet de développer la bio en France. Et c'est un des axes que nous avons pris. Et je laisse la parole à Julie Maison-Haute, grande experte de l'Origine France, pour pouvoir aller un peu plus loin. Merci Estelle. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Julie Maison-Haute, je suis déléguée générale adjointe à Commerce Équitable France. Et donc, effectivement, je vous propose juste quelques éléments pour illustrer sur les filières françaises cette question que Julie Stoll évoquait tout à l'heure sur le cacao. C'est en gros les conditions économiques du commerce équitable, notamment la juste rémunération. Qu'est-ce qu'elle permet en termes de transition des modes de production et bien sûr transition plus écologique. Et donc, notamment, l'idée, c'est de regarder, d'une part, on a besoin d'équité partout. On a parlé d'exemples en filière sud et là, on parle d'exemples en filière nord. Et on a besoin d'une juste rémunération des producteurs aussi partout. Et donc, on essaie de notre côté aussi de comprendre en quoi le commerce équitable peut permettre d'accélérer la transition agroécologique ou de consolider le développement de la bio quand on est sur ce cahier des charges. Et donc, slide suivante, s'il te plaît, Laetitia. Déjà, vous rappeler que le commerce équitable en France, c'est la même chose que le commerce international. On est sur la même définition, les mêmes engagements. Donc, on a une définition qui, vous savez, est inscrite dans la loi en France. Et donc, c'est les mêmes sets d'engagements. On retrouve un engagement sur les prix rémunérateurs, un engagement à mettre en place une contractualisation sur la durée, le fait de verser un montant supplémentaire. Donc, sur les filières internationales, on parle souvent de primes de commerce équitable. En France, on a l'habitude de parler de fonds de développement, mais c'est la même chose, c'est la même idée. C'est quand même de l'argent en plus du prix d'achat des produits. Il y a l'idée, effectivement, que le commerce équitable, il va chercher à renforcer également l'organisation collective des producteurs en coopérative ou dans d'autres formes d'organisation, mais il y a toujours un collectif. Les producteurs ne sont pas organisés individuellement dans des relations individuelles. Des engagements de transparence et de traçabilité, bien sûr. L'engagement à la sensibilisation des consommateurs et dernier principe qui était présent dans les pratiques mais qui n'était pas dans la loi et qui a été intégré depuis la loi Climat et Résilience de 2021, c'est que le commerce équitable doit effectivement renforcer et valoriser des modes de production respectueux de l'environnement et de la biodiversité, tels que l'agroécologie. Donc ça, c'est une nouveauté législative plus que dans les pratiques, mais c'est quelque chose que collectivement, à l'échelle du collectif, on a poussé et qu'on est intéressé, que ce soit dans la loi. Et maintenant, il s'agit de se dire, OK, maintenant, comment on fait pour effectivement que le commerce équitable soit effectivement un levier pour accélérer les transitions vers l'agroécologie. Et donc, tu peux passer à la suivante, Laetitia, merci. Donc là, les éléments qui sont des exemples, des illustrations que je vais vous donner sont issus de 3 études récentes. Donc d'une part, une étude que nous avons organisée à Commerce Équitable France, donc c'est la plus à gauche, les atouts du commerce équitable pour accélérer la transition agroécologique en France, que vous trouvez sur notre site internet d'ailleurs. Et donc, pour cette étude, nous avons analysé 14 filières de commerce équitable en France, donc 14 partenariats qui engageaient à chaque fois un collectif, une coopérative de producteurs et un acheteur. Et donc, on a regardé comment cette question de la transition agroécologique elle était présente. Une autre étude qui a été menée par France Agrimaire, donc qui est on va dire une section plus ou moins du ministère de l'Agriculture qui travaille sur des études de filière, des études de marché, et donc qui a réalisé l'année dernière une étude sur le secteur spécifique des plantes aromatiques et à parfum, et donc de regarder le commerce équitable dans ce secteur-là. Il y a aujourd'hui effectivement des produits de commerce équitable qui valorisent des plantes françaises, des tisanes par exemple, un peu de cosmétiques. Et donc ils ont regardé sur des cas précis, notamment 3 cas d'études. Et pareil, ils ont essayé de regarder cette question
de l'impact environnemental, notamment sur les modes de production. Et puis le dernier travail qui est en partie en cours encore, c'est une collaboration que nous avons à Commerce Équitable France avec le réseau des CIVAM, hein, qui sont des groupements qui existent depuis des décennies déjà, qui accompagnent les producteurs dans le mode de production pour plus de durabilité. Et donc, on est engagé avec eux sur un programme de recherche-action qui vise à regarder, à comprendre mieux le fonctionnement de filières à l'échelle d'un territoire, donc filière territoriale. Et là, encore une fois, de voir comment l'agroécologie peut s'y développer. Et donc, dans ce cadre-là, on a pu aussi étudier une filière, en l'occurrence sur du blé et de la farine et du pain, non, qui est avec des engagements de commerce équitable. Et donc, à partir de ces 3 études-là, je vous présente quelques illustrations. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans toutes ces filières qui ont été étudiées dans ces études, bien évidemment, les principes du commerce équitable sont à l'œuvre. Juste pour les rappeler et en quoi ça peut être des leviers effectivement pour l'agroécologie. Donc déjà, tout simplement, la question du prix, équitable, ça veut dire que les agriculteurs ayant une juste rémunération, ils ont aussi plus de moyens économiques, à la fois à travers leur rémunération individuelle, mais aussi à travers le fonds de développement qui va pouvoir être investi dans des actions qui vont favoriser la transition agroécologique. On va voir des exemples. L'autre aspect aussi, c'est l'aspect sécurisation et stabilisation. Donc, le commerce équitable met en place des contrats de longue durée. Et ben, tout simplement, toujours pareil, quand en tant que producteur, productrice, on a visibilité de ce qu'on va pouvoir vendre et à quel prix, on peut se permettre aussi de prendre plus de risques pour changer certaines choses dans son système d'exploitation et notamment les pratiques agricoles. Donc, il y a les contrats, il y a aussi un aspect de coopération et de dialogue entre les maillons de la filière, qui est aussi un facteur peut-être moins écrit sur le papier, mais extrêmement important là aussi de réassurance et de partage du risque en fait dans ces filières. 3e engagement du commerce équitable aussi, c'est tout simplement le fait d'insister, d'accompagner des modes de production agroécologique, ça fait partie des engagements, donc c'est mis en œuvre. Le dernier aspect qui est très important aussi, c'est la question de la gouvernance démocratique dans les collectifs et les organisations d'agriculteurs et d'agricultrices. Parce qu'en fait, on va le voir avec un exemple, le fait d'avoir un cadre collectif, ça crée aussi un espace de dialogue en fait entre les agriculteurs et les agricultrices, un espace pour créer des projets collectifs et bien souvent, ces projets ont évidemment à voir avec les questions environnementales. Donc, le fait de créer, favoriser, renforcer ce cadre collectif a aussi un impact très intéressant. Alors maintenant, quelques exemples concrets des choses qu'on a pu voir dans ces études illustrées. Donc d'abord, les questions de conversion bio, tout simplement de ferme, dans un contexte où on a une valorisation grâce à du commerce équitable. Donc là, l'exemple, c'est la CAVAC, une coopérative en Vendée, en France, donc qui a mis en place des engagements de commerce équitable sur du blé avec des meuniers et derrière une valorisation par des boulangeries et des boulangeries parfois artisanaux et certains industriels, comme la boulangère notamment. Donc ça, c'est des filières qui sont labellisées agri-éthiques. Donc sur le cas de la CAVAC, on voit en tout cas qu'on a eu des conversions assez importantes et plus importantes que la moyenne, j'allais dire, sur du blé notamment. Donc en 4 ans, on a des surfaces qui ont triplé en surface de blé. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait du blé bio, si vous voulez du blé bio, on dit si vous voulez manger du pain bio, il faut manger aussi un peu des lentilles ou des pois, parce qu'effectivement, au niveau agronomique, l'introduction de légumineuses dans la rotation est extrêmement importante pour permettre d'avoir un apport d'azote dans le sol. Mais du coup, il faut aussi valoriser évidemment ces légumineuses. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, il y a eu aussi des valorisations en commerce équitable des légumineuses. Et donc, les surfaces, là aussi, ont augmenté. Des surfaces qui ont fait x4 en 5 ans. Donc là, sur le cas de cette coopérative, c'est assez important. L'exemple suivant, donc j'évoquais tout à l'heure la question des plantes. Donc là, l'exemple, c'est une coopérative qui s'appelle la Siqueira Farm, qui est dans le Massif central, qui regroupe des personnes qui vivent de la vente de plantes, à la fois en production agricole, mais également en cueillette. Un nombre de plantes qui peuvent se trouver dans le milieu sauvage. Et ça pose évidemment des questions
préservation, enfin de ne pas surcueillette en fait et de préservation des équilibres naturels dans des espaces qui sont aujourd'hui naturels et à préserver bien sûr. Donc cette coopérative a plusieurs partenariats de commerce équitable avec notamment l'entreprise Arcadie depuis longtemps, aussi avec l'entreprise Équicable. Et donc, dans le cadre de ces partenariats, ils ont pu faire des calculs assez précis de leur coût de production et également des pratiques de cueillette en regardant le temps de travail, etc. Et donc, ça leur a permis d'une part, évidemment, de valoriser du coup ce temps de travail à sa juste valeur, mais également de produire une charte sur la question de la cueillette, justement, sur le respect des milieux naturels. Et donc, ils avancent clairement à l'échelle de cette coopérative sur la question de la préservation de la biodiversité, sur des milieux sauvages qui sont aussi l'endroit où ils vont pouvoir cueillir des plantes pour gagner leur vie. Donc, les deux sont vraiment liés. Préserver la biodiversité est complètement nécessaire et important pour eux. Et encore une fois, de pouvoir en vivre, ça leur a permis de formaliser une vision sur le sujet. Un autre exemple, je vous parlais du fonds de développement ou de la prime du commerce équitable. Donc, on a vu plusieurs exemples où clairement, cette prime, elle est directement utilisée pour financer des projets en faveur de l'agroécologie. Donc, par exemple, dans le sud-ouest, on a une filière qui s'est développée autour du développement de la culture de soja pour l'alimentation humaine. Donc, aussi très intéressant pour faire évoluer les régimes alimentaires, pour manger moins de produits animaux et substituer par des ingrédients d'origine végétale. Donc, le soja a cet intérêt. Et donc, notamment une coopérative qui s'appelle AgriBioUnion. Et là aussi, partenariat de commerce équitable. Et la prime de développement, elle est directement investie pour mettre en œuvre des diagnostics biodiversité à l'échelle de ferme, pour identifier l'existant, l'impact de l'activité agricole et voir quelles corrections sur les pratiques on peut apporter pour diminuer l'impact sur la biodiversité ou au contraire être créateur de biodiversité sur certains aspects, et donc créer un plan d'action à l'échelle de l'ensemble de la coopérative. Dans un autre exemple, les Compagnons du Miel, c'est une coopérative de producteurs de miel en France, à l'échelle de la France, et présent notamment dans le nord-est de la France. Et donc, avec ce fonds de développement, ils ont pu mettre en œuvre des partenariats entre agriculteurs et apiculteurs pour accueillir des ruches, des apiculteurs chez des agriculteurs, et donc diversifier les sources, les ressources mellifères, les ressources de fleurs, et en même temps apporter un service finalement sur les fermes aussi de présence des abeilles pour la pollinisation. Autre exemple, encore à la CAVAC, une coopérative que j'évoquais, donc ils ont utilisé aussi le fonds de développement pour mettre en œuvre des diagnostics carbone à l'échelle des fermes, donc pour pouvoir évaluer les émissions en fait carbone liées aux pratiques agricoles et identifier des marges de progrès. Donc tout ça, c'est des actions assez concrètes en fait qui participent au développement de la transition agroécologique et qui sont financées en fait directement par les partenariats de commerce équitable. Encore quelques petits exemples. Ouais. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une ferme ouverte, ça, Estelle? Je me suis demandé, Mont du Lyonnais, Petits Fruits, c'est ouais. Donc, ça, c'est des fermes que vous pourrez découvrir. Donc, Éthiquement Bio, c'est un groupement d'une dizaine de producteurs de fruits dans les Monts du Lyonnais. Qui produisent des petits fruits, des fraises, des groseilles, différentes choses. Alors, c'est assez intéressant, c'est un projet qui est assez ancien de ces producteurs. Ils ont aussi investi dans un outil de transformation. Ils développent aussi depuis très longtemps des partenariats avec des producteurs d'Afrique de l'Ouest. C'est chouette. Ils font des produits avec des membres du Burkina, par exemple, de leurs copains du Burkina, qui connaissent maintenant bien, ils se visitent régulièrement, donc c'est aussi un très beau projet humain et de solidarité. Mais donc sur leur production à eux dans les Monts du Lyonnais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au printemps 2021, on a eu un gel pratiquement partout en France très très tardif sur des arbres déjà en fleurs, qui a été catastrophique pour toutes les productions de fruits. Et des producteurs, évidemment, qui ont eu des récoltes quasi nulles cette année-là sur certains fruits. Et donc, l'intérêt d'avoir des partenariats de commerce équitable, c'est que, souvent dans un contrat classique, si on ne livre pas ce qu'on est engagé à livrer, on a des pénalités. Donc, en commerce équitable, il y a des choses qui arrivent. Évidemment, il y a eu des discussions et des manières, alors c'est notamment avec Équicable, d'en trouver des solutions pour peut-être acheter un peu plus cher les fruits en question, ou alors
passer sur d'autres fruits qu'ils avaient peut-être moins l'habitude d'acheter et voilà, et aligner les volumes en fonction de ça pour que les producteurs ne soient pas pénalisés trop fortement de cet épisode qui ne pouvait pas prévoir, mais dont on va avoir ce genre de choses de plus en plus souvent, malheureusement. Donc, d'où l'intérêt, là, c'est moins le contrat écrit, mais de se connaître et de dialoguer. Deux derniers exemples. Donc là, c'est l'entreprise Pain de Beldon, qui donc produit des pains bio et équitables. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont plusieurs fournils, en fait, en France, notamment en Savoie, en Île-de-France, dans la région toulousaine, dans le sud-est. Et donc là, on a par exemple étudié le partenariat sur l'Île-de-France. Et donc là, le partenariat équitable, il permet non seulement d'accompagner des producteurs qui sont en bio, qui testent plein d'innovations techniques, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est que du coup, c'est de la production qui a lieu en Île-de-France. Le fournil est en Seine-et-Marne et ça approvisionne des boulangeries qui sont en Île-de-France aussi. Donc, pour le coup, on a une filière, on a bio, local, équitable. On a aussi la question de la proximité. Et il y a aussi un très gros enjeu, évidemment, à développer de la céréaliculture bio dans le bassin d'Île-de-France et dans la Beauce. Enfin, voilà, ce grand bassin de production traditionnelle des céréales où la part de bio est très, très faible. Donc, c'est aussi extrêmement intéressant. Finalement, les partenariats économiques aussi viennent accompagner des pionniers, en fait, dans le sens où c'est une région où, quand on fait du bio, on est considéré comme pionnier. Donc, c'est aussi très important. Et dernier exemple qu'on aime beaucoup, évidemment, c'est la question de quel lien on peut faire entre la gouvernance démocratique et la transition agroécologique. En fait, ce qu'on a vu nous, dans plein d'exemples, c'est que en fait, la gouvernance démocratique, c'est un creuset extrêmement intéressant de l'émergence ou de la consolidation de projets agroécologiques, puisque finalement, c'est donner les décisions collectives aux mains des producteurs, ça leur donne des espaces en fait pour formaliser aussi, l'écrire, c'est extrêmement important, une démarche de transition agroécologique. Et par exemple, voilà, l'exemple c'est Biolait, donc des producteurs de lait bio présents partout en France, donc ils sont mobilisés sur la bio depuis toujours, mais ils ont pu, et notamment avec des partenariats de visibilité sur les ventes, formaliser ce que eux ils entendent d'une démarche qualité exigeante, notamment sur voilà, l'alimentation des animaux. Chez Biolait, l'alimentation vient uniquement de France, par exemple. Ils sont sûrs qu'il n'y a pas de soja importé d'Amazonie dans la ration des vaches. Il y a aussi tout un travail autour du pâturage et de permettre aux vaches de plus de jours dans l'année de pâturer et que l'herbe soit la première ressource alimentaire des animaux. Et donc, ils ont formalisé ça aussi avec des évolutions crantées dans le temps. Voilà, les fermes de temps pour passer telle étape, puis telle étape, puis telle étape, etc. Avec un accompagnement technique. D'ailleurs, chez Biolait, la prime de commerce équitable finance notamment des techniciens pour ce travail d'accompagnement sur les fermes. Voilà pour quelques exemples. Je regardais s'il y avait des questions. Je te repasse la main, Estelle, sur ces 3 conclusions. Ouais. J'y vais? Comme tu veux. Vas-y. Bon, merci beaucoup. Si vous êtes encore là et que vous tenez le coup à 15h45, on est en retard sur la pause de quelques minutes. Mais pour conclure, ce que Julie et moi, on vient de vous partager, on voulait vous donner 3 grandes idées phares pour repartir avec pendant cette quinzaine. Alors déjà, ça peut paraître logique, mais ça va mieux en le redisant. Acheter local ne signifie pas forcément acheter de manière équitable. On le sait, aujourd'hui, le local, le Made in France a vraiment le vent en poupe pour plein de bonnes raisons. Mais c'est important de continuer à expliquer en fait quelle est la différence en fait. Et donc, nous achetons équitable si nous respectons les 7 principes de la loi. Enfin, en tout cas, si le produit qu'on achète a bien respecté les 7 principes de la loi. On vous en a donné quelques-uns. Déjà que le prix proposé soit bien déconnecté des cours des matières premières agricoles, soumis aux spéculations, et soit négocié. Que le prix couvre bien les frais de production, les coûts de production, et permet aux producteurs agricoles de vivre dignement. Et surtout aussi, s'il y a un label qui garantisse
que les conditions équitables ont bien été respectées. Et ça, voilà, on a parlé tout à l'heure un peu de la reconnaissance publique des labels. Le label, c'est la garantie que tout ça est bien équitable. Donc, ces principes du commerce équitable qu'on a vu tout à l'heure, ils ont été pensés pour des filières plutôt longues, donc avec des intermédiaires où les producteurs ne vendent pas directement aux consommateurs. Et dans les circuits courts, évidemment, les producteurs maîtrisent les prix, sont bien en dialogue avec les consommateurs et peuvent du coup bénéficier d'une juste rémunération, mais si cela a bien été organisé. Et dans ces cas-là, on est dans des circuits courts, on est en AMAP, etc., mais on n'est pas en commerce équitable. Et c'est important de continuer à le marteler vis-à-vis du grand public. Donc, les circuits courts, évidemment, sont complémentaires du commerce équitable. Et souvent, on constate que les fermes dont on parle tout à l'heure et qui font partie de la JPAB ou avec lesquelles vous travaillez, évidemment, sont souvent à la fois en circuit court et en circuit long parce que ça leur permet d'avoir encore plus de revenus et de débouchés. Donc ça, la première chose, acheter local, ce n'est pas forcément équitable. Par contre, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Toutefois, on peut aussi avoir un peu des arguments notamment par rapport à tout ce qui est dit sur l'empreinte carbone, etc. Donc, si on achète local, souvent, c'est par rapport à des crises ou des catastrophes sanitaires, alimentaires qu'on a connues, Buitoni, Findus et compagnie. Et souvent, en France, on est assez méfiant par rapport à l'agro-industrie ou à l'alimentation en général. Et donc, nous, ce qu'on peut dire collectivement, c'est que face à cette méfiance, évidemment, on peut la comprendre. Mais c'est important, justement, ce qu'on cherche derrière, c'est d'avoir de la transparence et de la traçabilité. Et c'est ça qu'on cherche en tant que consommateur. Et donc, c'est important, oui, d'aller directement auprès de son producteur, mais c'est tout aussi important d'avoir aussi des labels qui sont là pour garantir ces conditions de production, d'échange. Et donc, on l'a vu tout à l'heure avec les 7 principes, la transparence et la traçabilité font partie des 7 principes de commerce équitable. Donc, si on veut ça, eh ben, on peut acheter équitable aussi. Et puis, l'autre chose, c'est souvent l'incompréhension de la part du public, souvent qui est faite sur l'empreinte carbone. Et c'est super que tout le monde se pose la question de réduire son empreinte carbone. Évidemment, on plébiscite. Néanmoins, on oublie que ce n'est pas forcément le transport. Le problème, c'est souvent les modes de production et de consommation. Donc, vous allez entendre, bah oui, moi, j'arrête la banane, j'arrête le cacao. Tout le monde ne fait pas ça, mais il y en a qui, en tout cas, envisagent ça en disant bah, des produits qui traversent les océans, c'est mauvais pour le climat. Et donc, il faut bien dire qu'il faut se poser la question des modes de production qui pèsent plus dans le bilan carbone que le transport en lui-même. Et le commerce équitable, de plus en plus, favorise une agriculture bio ou agroécologique. Voilà, et puis le dernier, non, je n'avais pas terminé, mais en fait, c'était assez clair, on est tous pressés d'aller à la pause. Donc, voilà, parler des modes de transport, mais Julie en a un peu parlé, Julie Stoll, en disant il y a des choses qui sont en train de se faire, et marteler que nous sommes, enfin, nord et sud, il n'y a pas d'opposition, on est bien dans une complémentarité totale pour pouvoir défendre ensemble un mouvement international de promotion d'une agriculture de respect des communautés locales et des consommateurs qui sécurisent, qui maintiennent les agriculteurs sur leurs terres pour des territoires vivants, résilients. C'est important de redire en fait le rôle aussi des agriculteurs sur nos territoires et qui leur donnent les moyens de prendre soin de notre avenir sur la planète et donc partout sur la planète, nord comme sud. Voilà quelques partages qu'on souhaitait vous faire sur cette Origine France et désolé d'avoir un peu explosé le temps, nous aussi. Merci de vos questions et toutes les infos seront sur le site de la quinzaine. Donc, on va remettre, on ne l'a pas encore fait, mais toutes les fermes ouvertes au moment de la journée du patrimoine agricole bioéquitable seront sur la quinzaine. Donc, n'hésitez pas à relayer et à diffuser et à venir. Et puis à l'année prochaine pour co-organiser tout ça. Merci beaucoup Estelle et Julie pour votre présentation. Merci Julie de commencer à répondre aux questions dans le chat.
Du coup, je vous propose qu'on fasse une pause et qu'on se retrouve à Il 16 y h. avait quand même une question qui était comment connaître les entreprises engagées dans notre région? Enfin, qui me semble être quand même une question Ouais. assez importante juste avant la pause. Les entreprises, il me semble que c'est Marcel qui a posé la question. Quelles entreprises bon, je ne sais pas si c'est un lien avec la mais On va réfléchir. Ouais, ok. Oui, Marcel, oui, c'est moi qui ai posé la question. Bon, je connais Bioé, en Bretagne, par exemple, je connais Biolay, mais je ne connais pas les autres entreprises qui peuvent être engagées. Julie, peut-être qu'il y a eu il y a la cartographie des groupements, mais est-ce que la cartographie des entreprises En fait, c'est plus difficile la cartographie des entreprises parce qu'en fait, autant les groupements, ils sont hyper ancrés sur des territoires, forcément les fermes sont dans des territoires, autant les entreprises, c'est plus complexe dans le sens où il y a des sièges sociaux, des sites de transformation, c'est pas si simple. Donc oui, c'est un sujet un peu permanent sur comment on vous donne des infos, les groupes locaux, sur les acteurs de vos territoires. On peut au moins vous donner effectivement des infos sur les groupements de producteurs, où est-ce qu'ils sont. Dans une carte qu'on peut vous partager pour cela. Pour les entreprises, c'est plus compliqué, il faut regarder un peu des exemples, mais voilà, si vous avez besoin, on peut regarder. D'accord, merci. Oui, nous, on est en train d'essayer de le faire, Marcel, pour information chez FAIRE avec certains labels pour mettre en lien justement les bénévoles et les entreprises. Donc voilà, on ne sait pas encore comment, mais il y aura quelque chose qui viendra et qui pourra être partagé à tout le monde. D'accord, merci. Super, merci beaucoup. Du coup, je vous propose de se retrouver à 16 h. Comme ça nous fait 10 minutes de pause. Et du coup, après la pause, on vous parlera d'artisanat équitable. Et aussi, on vous présentera les outils de communication de la quinzaine que vous aurez à disposition. Voilà, à tout à l'heure.